Au cœur des Antilles françaises, voici Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux anciennes dépendances de la Guadeloupe. Celles qu'on appelle les îles du Nord attirent chaque année des milliers de touristes, amateurs de farniente et de sable blanc. Pourtant, ces deux îles recèlent une nature et une histoire étonnantes. À l'est, Saint-Barthélemy. Un petit rocher d'à peine 25 km² qui, depuis les années 60, attire les milliardaires du monde entier. Le richissime homme d'affaires américain David Rockefeller est le premier à y acheter une propriété en 1957. Depuis, l'île est devenue le symbole du luxe. Derrière cette image de tourisme haut de gamme se cache une nature totalement méconnue. Depuis 25 ans, une réserve naturelle marine protège ce littoral et ses fonds marins exceptionnels. Elle couvre plus de 1200 hectares de mer tout autour de l'île. Ok, on y va. Olivier Reynaud est le conservateur de cette réserve. Ce matin, avec Serge Toulet, l'un des gardes, ils partent en mission de surveillance. Direction, la baie de Colombier au nord-ouest de l'île. C'est l'une des plages les plus fréquentées de Saint-Barthélemy. Les touristes sont souvent ignorants des règles de la réserve. À peine arrivés, ils doivent déjà intervenir. Hello, sir. Hello. Marine Park. Bonjour. The sea bob is forbidden in the area. Oh, yeah, it is. Yeah. Okay. Thank you. All right. Ce touriste utilise une luge aquatique à moteur. C'est interdit dans la réserve parce que ça peut être en danger, ça va relativement vite. C'est une nuisance sonore. Donc on a préféré, depuis 20 ans que la réserve existe, d'interdire les engins nautiques. Voilà. Tout ce qui est ski nautique, tout ça, c'est interdit aussi. La vitesse ici, c'est 5 nœuds maximum. Et malheureusement, bien des fois, des personnes se lâchent, ils vont trop vite. On a beaucoup de tortues, donc les hélices peuvent tuer les tortues donc, ou crever leur carapace. On est une réserve, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi dans une réserve. Voilà, c'est pour l'environnement, quoi. En cas de récidive, les plaisanciers en faute risquent jusqu'à 100 € d'amende. Les deux hommes travaillent aussi régulièrement sur la capture d'une espèce de poisson dangereuse. T'as la fouette, Serge, s'il te plaît? Olivier Reynaud plonge avec une pointe pour tenter d'en capturer. Il part en quête du poisson-lion. Une espèce originaire du Pacifique, introduite par accident aux Caraïbes en 2010. Depuis, le poisson-lion fait des ravages dans la chaîne alimentaire. On ne lui connaît aucun prédateur et il mange jusqu'à 1/5 de son poids par jour. La réserve naturelle a mis en place un système pour tenter d'enrayer l'expansion du poisson-lion. Une fois capturé, le poisson est découpé en morceaux pour être rejeté à la mer. On les
les élimine dès qu'on peut. Et puis on pense aussi que progressivement, ils s'insèrent dans la chaîne alimentaire. Quand on rejette les boues comme ça, tout ce qui est mérous, carangues, les requins, les dormeurs prennent l'habitude de s'alimenter avec. Grâce à cette technique, le poisson-lion s'insère progressivement dans l'écosystème au profit des espèces présentes sur l'île. Les gardes de la réserve travaillent aussi sur terre. L'expansion urbaine à Saint-Barthélemy rend parfois difficile la coexistence entre la nature et l'homme. Nous sommes dans la mangrove, autour de la ville de Gustavia. On va galérer pour les trouver. Dans ces palétuviers, une espèce endémique a élu domicile. Ça, c'est obligé. Obligé, il y en a un. Là, on cherche des iguanes juvéniles qu'on nous a signalées, des nouvelles naissances, mais ils sont très difficiles à voir parce qu'ils ont le même vert que les feuilles des palétuviers et ils ne bougent pas. Donc là, il faut vraiment tomber dessus, quoi. C'est une femelle, celle-là. Celle-ci ne bougera plus, elle prend le soleil. Ah, il y en a deux, là. L'iguana delicatissima est en danger d'extinction. La réserve fait un suivi précis de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces iguanes mâles ont plusieurs femelles attitrées, donc c'est un petit harem. Et il n'est pas rare au moment du rut de voir les mâles se battre pour justement pouvoir récupérer quelques femelles. Et ils arrivent à se blesser, mais bon, en théorie, jamais cruellement. Voilà. Attends, il y en a un juste là, arrête. Okay. Tu le vois? Ouais, d'accord. Un peu plus loin, près d'une intersection, un autre individu a été signalé. J'aurais peut-être pas besoin de la canne pour lui, hein. Les iguanes sont ici menacées par le trafic routier et les animaux domestiques comme les chiens. Les gardes les surveillent régulièrement. Allez, viens, pépère. En 50 ans, la population de ces iguanes a baissé de 70%. Voilà. Depuis l'arrivée des collants et des animaux domestiques qui les accompagnent, ils ont disparu de nombreuses îles, si bien qu'aujourd'hui ils ne survivent qu'à Anguilla, à Saint-Barthélemy, à Saint-Eustache, sur quelques îles de la Guadeloupe comme la Désirade et les Petites Terres, et sur l'île des Chancels en Martinique. Sur toutes les autres îles où à l'origine cette espèce était présente, elle a disparu. Sur l'île, il resterait environ 600 individus. La menace qui court le plus sur cette espèce, on va dire, c'est l'urbanisation galopante. Le suivi a commencé en 2011, et à l'époque, à l'endroit précis où on se trouve, en fait, c'était une mangrove en 2011, il y a 5 ans seulement. Et depuis que le suivi est en cours, 65% de la zone a disparu. Ça inclut la zone de mangrove, les palétuviers dont les iguanes se nourrissent, mais aussi les zones adjacentes où les iguanes pendent. Et cette année était vraiment très meurtrière, notamment pour les femelles iguanes, parce qu'au moment de pondre, elles creusent des terriers dans le sol, et ces zones ont été bétonnées depuis, donc elles se déplacent sur les routes et se font écraser. Donc on a une 50aine d'iguanes femelles, toutes avec des œufs qui se sont fait écraser cette année, parce que leur zone de pente n'était pas adéquate. Donc entre la pression humaine directe, les animaux domestiques, la perte de l'habitat, les routes, ça fait que cette espèce est devenue vraiment une espèce très menacée. Celui-ci, nous allons faire quelque chose que nous n'aimons pas trop, c'est-à-dire le déplacer et le mettre dans un autre habitat. Un habitat plus favorable, parce qu'il suffit de voir autour de vous et de voir que l'habitat ici ne s'y prête plus malheureusement pour lui. Ce n'est pas vraiment souhaitable, parce que l'intérêt c'est qu'il ait un maximum d'habitat. Parfait. On va en mettre un petit cul-de-sac. Cul-de-sac? Ouais, ça marche. Un de moins à Saint-Jean. Grâce aux gardes de la réserve, cette iguane a peut-être droit à un sursis. Saint-Barthélemy raconte aussi une histoire unique dans les Antilles. Colonisée par des marins bretons et normands à partir du XVIe siècle, l'île est cédée à la Suède par Louis XVI en 1784, en contrepartie d'un accord commercial. L'édifice le plus emblématique de l'île reste aujourd'hui le fort Gustave, qui domine toute la baie de Gustavia. Ici, nous sommes dans un des lieux les plus importants de l'époque suédoise.
le fort Gustave III, du nom du roi de Suède Gustave III, qui en 1785 a fait échange de droits d'entrepôt à Göteborg avec le roi de France Louis XVI. Sous la période suédoise, l'île connaît la prospérité. Les Suédois vont s'atteler à construire des rues sur un cadastre assez bien élaboré. Les Suédois vont aussi construire des établissements importants. En 1813, la ville de Gustavia a compté jusqu'à 150 établissements importants. Un siècle plus tard, Saint-Barth est rendu à la France. Aujourd'hui encore, les couleurs et l'architecture des maisons attestent de cette présence nordique. Même le nom des rues reste inscrit en suédois. Autre particularité de Saint-Barthélemy, la population ne s'est jamais métissée. Les insulaires d'aujourd'hui sont les descendants directs des premiers colons venus de Normandie il y a 400 ans. Cette particularité blanche de Saint-Barthélemy a pour cause le fait que les esclaves sont partis en 1847 à l'abolition de l'esclavage par les Suédois vers d'autres îles. Et très vite, la population s'est retrouvée donc entre descendants de Normands et de Bretons, parlant de vieux français. Il y avait jusqu'à 3 langues, 3 dialectes qui se disséminaient sur les 4 points cardinaux de Saint-Barthélemy. Depuis les années 50, les Saint-Barth préservent précieusement leur île des assauts du tourisme de masse. Ici, les immeubles sont interdits et les maisons ne doivent pas dépasser la hauteur des palmiers. Les toits rouges des maisonnettes donnent à l'île son aspect harmonieux. Certains insulaires s'évertuent à protéger cette harmonie architecturale. Bonjour. François Salut Pécard les est filles. architecte. Depuis 40 ans, Bonjour. il allie tradition et architecture Voilà. contemporaine. Ce matin, il reçoit Bonjour, une Anne. association qui Merci recense de- le patrimoine de bienvenue. l'île. Je voulais vraiment vous montrer ces maisons sur lesquelles je travaille depuis près de 30 ans. Sur ce site, il y avait des cases anciennes. C'était un habitat relativement pauvre, des cases Saint-Barth, qui étaient juste 2 petits bâtiments qu'on va voir. On va essayer, je vais vous montrer. Parce que ça a été le point de départ de cette reconstruction. Il vient de rénover une case du siècle dernier, rachetée aujourd'hui par un milliardaire suédois. Mais je voulais vous montrer quand même l'échelle, une chose importante. François a voulu conserver des détails de la construction d'origine. Et alors, il y a une chose intéressante, quand même, la tradition, on disait que quand les portes étaient très basses, le linteau était très bas, quand on rentrait, on baissait la tête et on disait qu'on saluait la case avant de rentrer dans la case. Donc, je trouve que c'était une belle image, voilà. Il est évident que quand cette propriété a été achetée, c'était dans le but de faire une maison de vacances relativement plus importante. Donc, on a agrandi, et on a agrandi en commençant par ce côté-là, où on a fait des volumes plus hauts, évidemment, parce que les gens n'ont pas envie de se baisser, de saluer la case tous les jours. Donc on a fait en sorte de faire des volumes plus grands, mais pour qu'ils ne paraissent pas trop hauts par rapport aux autres, on a fait en sorte de baisser le sol de 3 marches, 4 hauteurs, de manière à ce que ça fasse une harmonie sur l'ensemble. Et donc ça, c'était les deuxièmes parties de cette, je dirais, rénovation-reconstruction. Dans cette case traditionnelle revisitée, l'architecte a gardé d'autres éléments d'origine, comme cet arbre centenaire. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de différent. Enfin, il s'agit des travaux encore en cours. C'est la suite de cette évolution, puisque ce qui était la chambre principale est en train d'être reconditionné dans l'esprit suédois. C'était une maison en maçonnerie. Et en fait, on l'a refaite complètement en bois, c'est-à-dire qu'on a recouvert de bois l'intérieur. Cette maison raconte toutes les influences de Saint-Barthélemy. Donc le principe, c'est de retrouver, alors là on est tout à fait dans les bâtiments classiques suédois, qui avaient des sous-bassements en pierre et tout l'étage en bois. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. On a retrouvé tout le vocabulaire, je dirais classique, aussi antillais, les vérandas bien sûr, toutes les jalousies qui permettent d'avoir la ventilation. Ça, il s'agit d'un petit
salon, chambre d'été, hein, qui est traversée par la ventilation, les garde-corps créoles, etc. De cette maison, la vue est imprenable sur le port de Gustavia, appelé ici le fer à cheval, en référence à sa forme allongée. La vue sur le port de Gustavia est absolument spectaculaire. Donc le challenge, c'est de faire en sorte que les terrasses successives descendent vers la vue de manière à ne pas cacher cette vue et garder ce panorama de Gustavia qui est spectaculaire. Comme François, ils sont nombreux à Saint-Barth à être farouchement attachés à leur île et à sa préservation. Ce matin, l'association Saint-Barth Essentiel s'est donné rendez-vous pour nettoyer les routes et les plages de l'île. Tous bénévoles, ils commencent au nord-est par l'Anse-Marigot. On ramasse surtout des mégots de cigarettes aujourd'hui. Ouais. Tout simplement le musée des horreurs. Il faudrait que les gens prennent conscience que jeter son mégot par terre, c'est détruire l'environnement et pour plusieurs années. Donc s'ils arrivent à être sensibilisés et être conscients de leurs gestes quand ils le font, eh ben, nous, on aura tout gagné, on n'aura plus à faire ce genre d'action, ce qui serait pas mal. Mais c'est une petite goutte d'eau qui va se démultiplier parce que l'objet en fait de ce petit travail qu'on fait aujourd'hui, c'est d'une part sur quelques hectomètres ou quelques 1 ou 2 kilomètres ramasser les mégots sur un petit coin d'île qui va représenter 0,1% des chemins de l'île, c'est dérisoire. Mais c'est surtout pour sensibiliser l'ensemble des 10 000 habitants de Saint-Barthélemy que les mégots et à travers les mégots l'ensemble des déchets que nous produisons, c'est un grave danger pour l'avenir de Saint-Barthélemy. Parce qu'on sait qu'un mégot, la durée de vie d'un mégot, c'est plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs années. Plus les autres choses que l'on ramasse, des choses en plastique, c'est des dizaines d'années. Si on ne fait pas attention maintenant à ce que l'on fait de nos déchets, dans quelques années, notre île de Saint-Barthélemy va devenir un petit dépotoir et après un grand dépotoir. C'est un des endroits les plus beaux de l'île et il faut faire très attention à ce que l'on fait dans cette île. On ne peut pas faire n'importe quoi en fait. Dès dimanche prochain, l'association a prévu de se rendre sur une autre plage touristique, dans le sud de l'île cette fois. Ça doit toucher là, de temps en temps, là. Nous retrouvons Olivier Reynaud et son équipe de la réserve naturelle. Ils sont aujourd'hui pour la première fois accompagnés d'un pilote de drone. Depuis les airs, l'équipe va pouvoir faire des observations inédites jusqu'à présent. Direction le secteur des Trois-Îlets, au nord de Gustavia. L'intérêt de faire du drone, c'est que ça nous permet d'élaborer des cartographies simplifiées qui sont très faciles à mettre en œuvre, qui prennent beaucoup moins de temps. Si on avait dû le faire en plongée, en prenant des points GPS, c'est plusieurs jours de travail. Donc là, on va essayer d'avoir des photos aériennes qui nous montrent les délimitations des herbiers et ça nous permet d'identifier les zones où l'herbier n'existe plus ou où on peut potentiellement mettre des mouillages pour... c'est toujours dans le cadre d'installer des mouillages écologiques pour éviter la dégradation des herbiers. Premier arrêt pour l'équipe, une zone où les herbiers sous-marins sont très présents. Grâce à ce drone, ils vont pouvoir les repérer précisément pour pouvoir les protéger. On est à la hauteur de vol, donc on est à 7 mètres. On leur a dit 30 mètres, donc on va pouvoir monter jusqu'à 30 mètres. Okay. La distance, ça c'est par rapport à nous. Donc, en latitude quoi enfin... On est à 33 mètres, donc on va rester comme ça. Genre si on veut aller voir ce qu'il y a par ici, là, s'il y a des taches d'herbier ici, là. La taille des herbiers varie selon les saisons et ils sont difficiles à localiser. Les herbiers jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. On a un gros travail à faire sur la préservation des herbiers puisque avec tout le ruissellement, les intrants et puis même tout ce qui est mécanique, hein, les effets cycloniques, etc., ils se dégradent. Ils sont très importants parce que c'est le premier lieu d'alimentation de tout ce qui est tortue et ça joue un rôle de nurserie pour tout ce qui est petits poissons, petits crustacés.
Aujourd'hui, ils sont en train de se dégrader, donc on essaye, nous, dans la mesure du possible, de limiter tout ce qui est impact mécanique, très souvent tout ce qui est encre de bateau. Le problème, c'est que ces herbiers, ils bougent pas mal et on doit mettre à jour nos mouillages pour qu'ils aient un intérêt et qu'ils continuent à protéger les herbiers qui restent. Donc là, je peux prendre une photo de ça, là? Oui, sans problème. Voilà. Donc ça, à la place de ça, normalement, on serait descendu en plongée, on aurait pris un point GPS. Grâce aux photos prises par le drone, la réserve va pouvoir établir des cartes pour éviter que les bateaux n'aillent mouiller dans ces zones et donc abîmer cette richesse écologique. Quelques kilomètres plus loin, l'équipe atteint les Petits Îlets, une zone de nidification importante d'oiseaux marins. On va aller voir le nombre de nids de fous bruns ou d'autres et on va essayer d'estimer le stade de croissance de chacun des juvéniles. Et il faut pour cela qu'on revienne régulièrement pour suivre les différents stades de croissance et de permettre d'estimer une population. Et c'est là où si on peut enregistrer des points GPS pour chacune des photos, ça permet de le faire facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne le fait aujourd'hui. Pour le moment, ils n'ont pas l'air traumatisés, ils reviennent sur leur nid, du coup ça permet de bien les voir. Et puis les images, elles sont tellement claires là, on peut voir, il y en a certains qui sont encore juvéniles, d'autres qui sont à moitié adultes et d'autres complètement adultes. Du coup, il n'y a pas de pélican là? Il serait derrière? Nous, on fait nos suivis quand on se rend sur le terrain, ça les fait partir pour la plupart. Et il n'y a que par ce moyen-là où vraiment on a un inventaire des nids et des zones de nidification sans qu'ils bougent, quoi. Ah, là, on le voit, il est pile là. C'est sur le sommet, là, pour le moment, on a quasiment que des adultes. Photo. Celui qu'on voyait tout à l'heure, le tout jeune, là, en bas, là. On peut descendre dessus, tu le vois qui entraîne ses ailes, là. Première expérience de drone réussie pour la réserve. Dès le mois prochain, Olivier Reynaud a prévu d'aller à nouveau prendre des données GPS pour continuer à protéger cette nature précieuse. À 25 km au nord-ouest de Saint-Barthélemy, voici Saint-Martin, l'autre île du Nord. Avec ses plages paradisiaques, Saint-Martin est devenue elle aussi, depuis les années 80, un haut lieu du tourisme dans les Caraïbes. En 30 ans, la population a triplé. Marigot, la ville principale, s'est dotée d'une marina et de nombreux complexes hôteliers. Derrière cette image de carte postale, l'île a elle aussi su préserver son authenticité et son patrimoine. Stéphanie Dargaud est conservatrice du patrimoine aux archives territoriales. Avec Christophe Enoch, un historien installé depuis 20 ans sur l'île, il prépare un inventaire du patrimoine bâti. Il monte au Fort Louis, l'édifice emblématique de l'île qui domine toute la ville de Marigot. Construit en 1789, il raconte une partie de l'histoire de Saint-Martin. Une histoire étonnante. Français et Hollandais se partagent ce petit territoire de 87 km² depuis le XVIIe siècle.
Il y a une légende qui raconte que pour décider de l'emplacement de la frontière, 2 soldats, un Français et un Hollandais, sont partis de l'étang d'Oyster Pond, qui se trouve au sud-est de Saint-Martin, et ils devaient courir tout autour de l'île en suivant le littoral, et à l'emplacement où ils se rejoindraient se trouverait l'autre bout de la frontière. On tracerait un trait au milieu de l'île. Et la légende raconte que le Français a fait boire un peu de gin et de vin aux Hollandais la veille de la course, qu'en plus il a triché, il n'a pas suivi le littoral, il a coupé à travers champs, et c'est ce qui expliquerait qu'aujourd'hui la partie française de Saint-Martin représente 2/3 de l'île, de la superficie de l'île. Donc là on a le lagon de Simpson Bay ici, en fait la frontière passe au milieu du lagon. C'est ça, c'est un des plus grands lagons d'eau salée de la Caraïbe, et il permettait aux habitants de Marigot de se déplacer rapidement et de communiquer avec les habitants de la partie hollandaise, notamment le village de Simpson Bay, qui est de l'autre côté du lagon et qui a donné son nom au lagon. Et la frontière aujourd'hui, eh bien, elle passe juste entre 2 îlets au milieu du lagon, qui était une ressource vraiment à partager 50-50 parce qu'il y a beaucoup de nourriture, de poissons, etc. à l'époque pour les habitants. Comme la majorité des îles des Antilles, les Anglais et les Français se disputent ce territoire au XVIIIe siècle. Et là, les Anglais, ils étaient très près, Christophe, en fait. Oui, en fait, ils étaient juste derrière, à l'île d'Anguilla, qui est une ancienne colonie anglaise et qui est distante de 7 km à peine, dans sa distance la plus courte avec Saint-Martin. En 1808, le fort Saint-Louis est le théâtre d'une des batailles les plus emblématiques de Saint-Martin. Les Anglais sont arrivés d'où, Christophe? En fait, ils arrivent de l'île d'Anguilla, juste en face de Saint-Martin. Ils ont eu qu'à traverser notre channel pour arriver dans la partie française de Saint-Martin. Et il y a 3 goélettes qui ont surgi derrière la pointe des Burgots ou la baie de la Potence. Une goélette a débarqué une centaine de soldats anglais sur la baie de Gallis Bay. Ils ont commencé à contourner le fort par la terre. Et 2 autres goélettes ont commencé à s'avancer vers l'intérieur de la ville de Marigot, vers l'embarcadère où se trouvaient les marchandises, vers les entrepôts. Il y avait une 40aine de soldats dans le fort et des hommes de milice. Ils étaient moins d'une centaine de Français alors qu'il y avait 150 Anglais qui commençaient à les encercler. Et la mitraille a mis à terre 7 soldats anglais, dont l'officier principal, et ils l'ont tué directement. Tous les soldats ont commencé à paniquer, ont voulu s'échapper pour rembarquer dans la première goélette qui était à Gallis Bay. Et les Français ont capturé 120 Anglais au cours de cette bataille. Aucun coup de canon n'a été tiré du fort, ça a été réglé à la mitraille et au mousquet. Et on imagine qu'à l'époque, cette centaine d'Anglais a fini dans la geôle en attendant de discuter avec les Anglais pour faire des échanges de prisonniers ou en tout cas de décider de leur sort. L'histoire de Saint-Martin remonte bien plus loin. Elle commence plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des Amérindiens venus coloniser les Antilles en pirogue depuis le Venezuela et le delta de l'Orénoque. Dominique Bonissant est archéologue. Elle a consacré plus de 15 ans à l'étude de l'histoire précolombienne de Saint-Martin. J'ai découvert une terre, en fait, sur laquelle on avait très peu de connaissances archéologiques. En Europe, on connaît quasiment tout. Tout est plus ou moins décrit. Bien sûr, il y a des nouveaux sites qu'on découvre. Mais là, Saint-Martin, c'était un peu presque Indiana Jones, vous voyez. On se retrouve dans un contexte où on se rend compte que dès qu'on fait des sondages sur un site archéologique, on découvre une nouvelle culture à chaque fois. Et c'est vrai que l'optique qui était vraiment passionnante, c'était de se dire, voilà une île sur laquelle on peut faire la chronologie et étudier toute l'occupation humaine. Et en fait, ça aboutit à une chronologie de plus de 5000 ans. Dominique arrive au-dessus de la plage de baie orientale à l'est de l'île. L'un des lieux d'habitation des Amérindiens il y a plus de 2000 ans. Ce site est assez intéressant parce qu'il reflète bien les milieux naturels que cherchaient ces populations. Donc là, en l'occurrence, ici dans ce secteur, les fonds marins sont très peu profonds. Il y a des herbiers où vivent les lambis, donc ces gros coquillages qui étaient exploités pour faire des espèces de lames en coquille. Et donc les Amérindiens se sont implantés là sur cette plage. Il faut savoir qu'il n'y avait pas vraiment de grosse faune. Il
il n'y avait que des petits lézards, des petits oiseaux, des iguanes, ce genre d'espèces. Et c'est surtout le milieu marin qu'exploitaient les Amérindiens pour leur mode, on va dire, leur moyen de subsistance, c'est-à-dire ce qu'ils mangeaient en fait. C'est sur ces aires de campement où il y avait des foyers, des amas de débitage de coquilles, des restes de consommation, tout ça, qu'on a pu mettre en évidence, par exemple, que les objets en calcaire noir qu'on avait découverts provenaient juste de l'île de Saint-Barthélemy. Dominique Bonissant a aussi contribué à monter l'unique musée d'archéologie de l'île. Ici sont entreposés des vestiges précieux du mode de vie des tout premiers habitants de Saint-Martin. Alors ici, vous avez différentes pièces donc, du néo-indien. Vous voyez, ça, ce sont des cuillères. Alors c'est taillé dans un coquillage qu'on appelle une porcelaine. Et on pense que, si vous voulez, ça servait à manger, vous voyez, comme des cuillères. Et que c'était peut-être emmanché. Vous voyez, ici, on voit une espèce de découpe. Il y avait peut-être un petit manche en bois. Et il y a sur certains sites, on en trouve des dizaines. Donc c'était fabriqué comme ça pour servir probablement à manger. Nous retrouvons Stéphanie Dargaud qui poursuit son inventaire du patrimoine bâti de Saint-Martin. Bonjour Thierry. Elle a rendez-vous avec Thierry Gons, un collègue natif de l'île. Depuis son enfance, il a vu la ville changer. Ici, moi quand j'étais petit, ça c'était la mer. D'accord. Et là où on roule aujourd'hui, on était les pieds dans l'eau. Et là, après le rond-point, c'était la plage aussi. C'était aussi la plage, donc tout ça a été remblayé pour l'aménagement du front de Marigot. C'était au début des années 90, quand la ville a commencé à avoir besoin de s'agrandir. Effectivement. À Marigot, certaines maisons datent du XVIIe siècle. L'ambition de Stéphanie Dargaud, recenser tout ce patrimoine pour pouvoir un jour le sauver. Donc cette rue, côté gauche, vous avez toutes ces vieilles maisons qui sont toujours là, qui sont plus ou moins entretenues par les familles, un peu comme ici, une propriété où vous avez ces espèces d'arceaux en métal qui supportent les galeries qui aujourd'hui risquent de s'effondrer. Moi je trouve que cette rue, elle a réussi à garder une certaine homogénéité. Quand on est au bout de la rue et qu'on regarde vers la mer, on voit toutes les lignes de fuite des maisons et ça donne vraiment une harmonie à cette rue. Et effectivement, ça relève du patrimoine de Saint-Martin. Tous ces trésors du patrimoine sont souvent ignorés des insulaires et des visiteurs, comme ces murets en pierre sèche qui quadrillent le paysage de l'île. Construits dès le XVIIe siècle, ils servent à délimiter les parcelles et protéger les cultures du vent. Jusqu'aux années 70, avant l'ère du tourisme, Saint-Martin vit principalement de l'agriculture. Ces murets, souvent à l'abandon aujourd'hui, font partie de l'inventaire de Stéphanie. Ce matin, elle a rendez-vous chez Alain Duzan, un propriétaire terrien qui possède ce patrimoine méconnu sur son terrain. Bonjour Alain. Ça va? Ah bien. Bien, et toi? Ça va. Ça va? Oui. Monsieur Duzan, ok. Des murs en pierre, c'était facile parce que quand ils ont commencé à séparer des parcelles de terrain, il n'y avait pas de barbelés ni quoi que ce soit à cette époque-là. Et ils nettoient les champs de pierre. Ils faisaient des murs en pierre sèche avec. Et comme ça faisait automatiquement des différents champs pour les vaches. Ces murets sont une véritable prouesse technique, de simples pierres empilées les unes sur les autres. Il n'y a pas de mortier, elles sont paliées. C'est vraiment un empilement d'une pierre sur une autre pierre. Ouais. Et là, je vois qu'il y a cette grosse pierre qui est là. En fait, on profite aussi Ils profitent d'intégrer dans la mur. Donc,
À cette époque, il n'y avait pas les grosses machines, pelles mécaniques et quoi que ce soit non plus. Donc il faut vraiment adopter le Donc en mur fait, par rapport. on tirait parti du terrain, de ce qu'il y avait déjà, pour placer aussi les murets. Exact. Ouais. C'est plus facile aujourd'hui de construire des murs avec du ciment. C'est très facile. Mais bon, mais esthétiquement, c'est pas la même chose. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Et puis même en termes d'eau, de retenue d'eau, de développement d'écosystèmes. Il y a une chose avec des murs en pierre, c'est pour exemple, construire des murs en pierre en bas, dans la vallée. Il y a une grosse pluie qui arrive. La filtration d'eau passe par les murs. Ouais. Quand c'est un mur en pierre, en ciment ou dur, ça ne passe pas, il faut mettre 80% ça tombe quand il n'y a pas de trou là-dedans pour filtrer l'eau. Ouais. Les gens les appellent les murs d'esclaves, mais c'est vraiment pas que les esclaves qui ont construit ces murs, mais aussi des autochtones. Et c'est vraiment quelque chose à faire préserver, à mettre en valeur sur le patrimoine saint-martinois. Thierry et Stéphanie remontent dans le temps et se dirigent vers un autre vestige du passé, situé sur les hauteurs de Marigot, la sucrerie Saint-Jean. Au XVIIIe siècle, Saint-Martin exporte principalement du sucre. Cette sucrerie est alors la plus importante de l'île. Son exploitation cesse en 1860. Ce patrimoine avait quasiment disparu, mais il y a eu un effort de débroussaillage du site pour qu'il soit de plus en plus visible, apparent. Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait, de couper les arbres pour éviter qu'ils n'envahissent encore plus toute la maçonnerie et la fassent complètement exploser. Regardez là ici, on voit une branche qui finalement a pris la place du ciment et qui aujourd'hui tient les pierres. Donc à la fois elle abîme la maçonnerie et en même temps elle réussit à la maintenir, à la structurer. Donc c'est toujours très délicat quand on va désherber un site de cette valeur. La conservatrice du patrimoine doit collecter des informations sur le bâtiment pour pouvoir le réhabiliter au mieux. Quand on observe attentivement la sucrerie de Saint-Jean, on voit que de tout temps, il y a eu une attention vis-à-vis de la maçonnerie et de la construction des bâtiments. Même dans les réparations, lorsqu'on observe les pierres, on voit que le ciment a été rajouté tout en respectant l'appareillage antérieur. Et même les réparations récentes du 19e siècle ont respecté cette harmonie esthétique du site. Là, on va arriver au moulin à bête. Donc en fait, c'est là que la canne elle était broyée pour en extraire le jus de canne. Donc ici, il y avait tout le mécanisme métallique, la grande roue, qui permettait de broyer la canne. Et au-dessus, les bêtes qui permettaient d'enclencher le mécanisme. Donc là, en fait, on est sur la partie haute du domaine. Et de là, tout le jus de canne descendait jusqu'à son traitement dans la distillerie, là en bas. Pour contribuer au sauvetage de l'édifice, une équipe de scouts est venue travailler à la sucrerie. Aujourd'hui, pour nous aider à faire ce travail de rénovation, je dirais, entre parenthèses, vous allez prendre la pioche et la pelle pour commencer le nettoyage. Alors c'est prêt, on y va. Non, plus fort que ça. Pratiquement tous les week-ends, je dirais, avec les jeunes, on vient, on campe sur ce terrain. Et puis, j'essaie de les faire quelque chose de leur temps libre, c'est-à-dire de nettoyer tout ça et de remettre, je dirais, une vie dans ces lieux. C'est un bon intérêt de faire ce genre de travail pour genre, la rénovation qu'on fait ici. Ça nous permet de découvrir en même temps l'histoire de Saint-Martin et tout, alors c'est très bien. Dans le futur, ce que je compte faire avec les jeunes, c'est de faire en sorte que ce lieu soit visité par nos touristes. Pour que ces gens, lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils rentrent, parce qu'il y a ceux qui rentrent également, et ils viennent et puis ils voient ce que le passé de Saint-Martin a encore à offrir. Ces passionnés de patrimoine espèrent à terme ouvrir le site au public.
Un autre Saint-Martinois se bat aussi pour conserver l'authenticité de son île. Roland Richardson est peintre. Depuis 50 ans, il couche sur ses toiles les couleurs de Saint-Martin. Le matin tôt, quand la lumière du petit jour traverse les jeunes feuilles et les pétales, c'est comme un vitrail. Ce qu'il enregistre, c'est l'esprit de ce moment. Ce que je veux, c'est de le sentir et dans le sentiment, de le peindre. Et là, il y a un geste qui s'accorde avec le reste. La galerie de Roland est aussi sa maison de famille. Construite en 1840, le peintre l'a entièrement restaurée. C'est aujourd'hui l'une des maisons les mieux conservées de Marigot. C'est aussi l'un des lieux favoris de la conservatrice du patrimoine. La maison a été héritée par mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de ma grand-mère. Oui. Et la maison lui-même est très unique. La maison lui-même a traversé toute une grande histoire qui donc est une histoire de l'île, parce que le même arrière-grand-père en question, M. Fernando Morales, a été élu maire de Saint-Martin. Et à l'époque, donc ça c'était fin du siècle et début de ce siècle, il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas de lieu physique permanent, gouvernemental. Et donc celui élu prenait le bureau chez lui. Donc la maison a une histoire. Et depuis, nous, on a pris la relève pour la maintenir. Et notre vision, c'est il est accessible maintenant parce qu'il est une galerie. Mais moi et nous, ma femme, on ne va pas toujours être là et en train de gérer une galerie. Et en même temps, ce sera un grand dommage de perdre un trésor tel qui est accessible, gratuit au public et au monde. La maison possède aussi un magnifique jardin intérieur. C'est un trésor caché. Moi, je suis toujours émerveillé par la surprise que ça donne aux gens de le découvrir, tu vois, qui fait que donc j'aime beaucoup inviter les gens à l'explorer, et ainsi que je le peins en tant que sujet. Parce que la forme, la couleur, les ombres, tout ça change toute la journée d'une manière ou d'une autre. Et le jardin est vraiment exactement comme la mer. Il est en perpétuel mouvement. Au fond du jardin, voici un autre témoin du passé de Saint-Martin, l'ancienne caserne militaire du Fort Saint-Louis. C'est une des plus anciennes constructions sur l'île. Le fort a pris des années à construire, mais il n'a jamais eu de caserne dedans. Non. C'était une forme occupée dans la journée. On allait au travail, on revenait à la maison. Exactement. Et la maison, c'était ici. Donc, c'était ici. Les militaires étaient stationnés ici à la fin du XVIIIe siècle. Exact. Et ils ont tout construit avec les matériaux locaux. Absolument. Et on voit qu'ils construisaient au fur et à mesure, c'est-à-dire ils faisaient une longue et le jour suivant, parce qu'il fallait que ça durcisse avant qu'ils mettent encore un poids dessus. Roland Richardson a pour projet de transformer sa maison et son jardin en musée public pour en faire profiter tous les visiteurs de l'île. Saint-Martin, c'est aussi une nature exceptionnellement préservée. La partie nord-est de l'île est classée réserve naturelle depuis 1998. Elle englobe des îlets inhabités, de véritables sanctuaires pour la faune et la flore. Ils sont une équipe de 7 à veiller sur cet écosystème fragile. Nicolas Maslac est à la tête de la réserve depuis 15 ans. Ce spécialiste de la biodiversité antillaise tente de faire cohabiter dans l'harmonie tourisme et protection de l'environnement. Depuis la création de la réserve, des espèces sont revenues habiter dans ce secteur.
Dès que les sites ne sont plus fréquentés, pendant le mois de septembre, octobre, ils sont réinvestis par le milieu naturel et notamment par certains animaux. On avait des espèces qui sont toujours en voie d'extinction, mais dont on voit que les populations, petit à petit, se reconstituent. Moi, je vais faire le brossage pour pouvoir nettoyer la structure et les palets. Si tu peux faire le suivi de croissance avec la GoPro et la plaquette, comme ça on pourra contrôler l'état de santé et voir la progression de chaque petite bouture. Okay. Et puis si tu as fini avant moi, tu viendras m'aider à brosser. Et puis sinon, on voit après. Régulièrement, les gardes de la réserve plongent pour faire des suivis des espèces. Ici, la richesse des fonds marins est exceptionnelle. Sous l'eau, les gardes ont tenté une nouvelle expérience, installer des habitats artificiels à poissons et crustacés. De simples parpaings qui permettent aux langoustes et autres poissons de se reproduire en toute tranquillité. On a observé assez vite une augmentation franche du nombre d'espèces et du nombre d'individus. Surtout, on avait des densités en langoustes royales qui étaient impressionnantes, bien supérieures à celles qu'on a dans le milieu. Et ça, c'est une chose qu'on peut observer au niveau densité que sur ce type de structure. Dans un récif à l'heure actuelle, pour trouver autant de langoustes sur une surface si réduite, ça devient impossible. Donc c'est un projet à taille humaine, surtout pour nous. On est assez nombreux, on a le nombre de plongeurs professionnels pour pouvoir installer ces structures au fond de l'eau. C'est peu onéreux, c'est des matériaux qu'on trouve facilement sur l'île, donc c'est quelque chose de très facile à déployer, très facile à concevoir et qui offre des résultats vraiment impressionnants et qui nous ont bien surpris. Un peu plus loin, ce sont de simples structures en métal qui servent de pépinière à des boutures de corail. C'est bon, je suis là, Julien. Alors, c'est comment? Ça pousse bien, pas de mortalité. Ouais. Le gros de la mortalité, c'était les 2 premières semaines, et maintenant, ça suit son cours. Et tout va bien. Parfait. La réserve couvre aussi des étangs, où l'eau douce se mélange à l'eau salée. Cet écosystème particulier abrite une faune remarquable. On y trouve plus de 80 espèces d'oiseaux. 3 échasses d'Amérique, 4 canards des Bahamas, 2 sarcelles à ailes bleues. Franck Roncuzzi et Caroline Fleury font partie des gardes de la réserve. Ils ont en charge le suivi des oiseaux. Franck a la liste de toutes les espèces qui sont possibles d'observer en fait, sur les étangs de Saint-Martin. Et moi, je retranscris ces données sur une fiche de suivi qui sera après saisie à la réserve sur une base de données. C'est un suivi mensuel, donc ça permet à une échelle plus globale d'observer les espèces migratrices, résidentes, nicheuses. Le fait de faire ce comptage, ça nous donne, c'est un des indicateurs écologiques de bon état des étangs. Cette année, les gardes ont pu observer plus de 55 espèces protégées venues se reproduire sur ces étangs. Grâce à ces pontons de bois, la réserve espère aussi attirer des touristes d'un genre nouveau, des amateurs d'observation d'oiseaux, plus respectueux de l'environnement. Pour les 2 gardes,
Direction l'une des plus belles plages de Saint-Martin, la baie de l'Embouchure. Un site très intéressant parce qu'on a beaucoup d'herbiers, un récif très intéressant en termes de nurserie et avec un impact très moyen des touristes parce que ce n'est pas la plage favorite des touristes, plus les locaux qui viennent le week-end. Un site typique caribéen avec la haute mer, un frangeant, donc un récif, une barrière de récif et derrière un grand plateau herbier avec une dune et un étang qui se trouve derrière. Les gens viennent plus à Saint-Martin pour se faire dorer sur une plage, ils viennent pour observer la faune et la flore, pour voir les oiseaux, la mangrove, les récifs, les poissons, les baleines en saison des baleines. Saint-Martin, comme sa voisine Saint-Barthélemy, n'ont pas fini de dévoiler toute leur splendeur.